Bonjour et bienvenue sur le podcast Les Sensibles, le podcast dédié à toutes les personnes qui se sentent de près ou de loin concernées par le sujet de la haute sensibilité. Je m'appelle Sophie et depuis ma plus tendre enfance, on me répète inlassablement que je suis trop sensible. Parce que l'amour, la sexualité et les relations font partie de mes sujets préférés et qu'on va pas se mentir, parfois c'est un peu la galère. J'ai à cœur de vous emmener 2 fois par mois dans l'intimité de personnes hautement sensibles et des experts qui les accompagnent. De leurs premiers amours à leurs derniers émois, ces cœurs à prendre ou plus à prendre nous dévoileront leur cheminement personnel et sensuel. J'espère que leurs confidences sans filtre sauront toucher votre corde sensible, qu'elles vous apporteront de l'écho, de l'espoir et peut-être même des réponses à vos questions. Si le sujet de la haute sensibilité vous parle, n'hésitez pas à suivre le compte Instagram du Bonheur en Barre, où je vous partage chaque semaine des illustrations et des informations pleines d'émotions. Bonne écoute! Bonjour à tous! Comme d'habitude, je suis trop heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour tendre le micro à Mandy. Mandy a souhaité se livrer sur le fait de diriger une entreprise quand on est hypersensible et qu'on aime trop. Ce qui l'a malheureusement menée à un burn-out qu'elle décrit avec beaucoup de justesse et de recul. Merci à toi Mandy de t'être livrée avec autant de transparence sur certaines des difficultés que tu as pu traverser et j'espère à bientôt pour un nouvel épisode. Alors moi c'est Mandy, j'ai 40 ans et je suis hypersensible. Alors mon hypersensibilité, je l'ai découverte il n'y a pas très longtemps. J'ai fait ce qu'on appelle un burn-out professionnel et émotionnel. Il y a de ça 1 an et demi. Et donc j'ai vu ma vie complètement se chambouler. Et à force de lecture et d'accompagnement, j'ai compris que j'étais hypersensible. C'est quelque chose qui m'avait déjà intéressée il y a quelques années grâce à mon fils. Je voyais en lui des réactions que j'ai connues chez moi il y a quelques années. Donc je me questionnais sur mon fils qui a aujourd'hui 10 ans, mais à l'époque il avait 5 ans. Ou même avant, puisque déjà la nounou me disait « Dites donc, votre fils réagit très vite, comprend rapidement par rapport aux autres enfants. » Alors j'aime pas mettre les enfants ou les personnes dans des cases, mais c'est en tout cas ce qu'elle me disait. La nounou me disait qu'il fallait d'ailleurs que j'en parle avec l'école, puisque à la maternelle, ça allait être, il allait s'ennuyer un petit peu. Donc moi, j'avais pas voulu en parler à l'époque. Et puis au fur et à mesure des années, j'ai décidé de consulter une psychologue, où je lui ai fait pratiquer des tests sur des tests de QI, malheureusement. Je dis malheureusement parce que c'est pas trop mon truc. Une fois de plus, j'aime pas mettre les gens dans des cases, mais j'en avais besoin. Et puis mon fils en avait besoin. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il était à haut potentiel. Et ce jour-là, la psychologue a fait un détail et a expliqué ce que c'était d'être à haut potentiel. J'étais à côté de mon fils, je pensais que j'aurais dû quitter la pièce, elle m'a laissée devant mon fils et j'ai pleuré pendant 10 minutes en écoutant le compte-rendu. Et je me suis dit, mais c'était ça l'hypersensibilité ou le haut potentiel. En fait, depuis que je suis toute petite, je vis exactement la même chose et jamais j'avais pu mettre des mots dessus. Et j'ai vraiment beaucoup pleuré ce jour-là, c'est comme si j'avais tout compris, ce que j'avais vécu depuis des années. Et puis j'avais enfoui ça en moi comme si c'était juste pour mon fils, en tout cas, il fallait que je m'occupe pour l'instant de mon fils. Et un jour, j'ai fait un burn-out et là, tout est ressorti et j'ai compris que ce burn-out-là, il était lié à mon hypersensibilité, à mon trop d'amour, à mon trop de mouvement, trop dynamique, une femme qui s'arrête jamais et qui est passionnée de tout et surtout qui s'écoute pas et qui se casse la figure à la fin. J'ai rien senti venir parce que j'ai toujours été comme ça, j'ai toujours été en suradaptation depuis que je suis toute petite. Je me sentais pas entendue, pas comprise par les gens autour de moi. C'était pas de la mauvaise volonté de leur part, mais même moi j'arrivais pas vraiment à exprimer ce que je ressentais. Et donc du coup toute ma vie j'ai été en suradaptation. Tout ce qui me fait peur depuis toujours, je savais que j'avais peur mais je faisais quand même. Je prenais l'avion, je fais des prises de sang, j'ai accouché 2 fois, c'est tout des choses qui me faisaient vraiment peur et je me voilais la face et j'y allais quand même. Et en entreprise, c'est pareil, j'ai une grosse dépendance affective, j'aime trop, je pense que c'est la phrase la plus entendue pour les hypersensibles. Et quand on a une entreprise avec 25 salariés, on en aime 25 et beaucoup trop. Donc il suffit d'une histoire qui se passe mal et là mon burn-out a commencé, j'ai rien vu venir.
Je les aime trop parce que quand j'en parle autour de moi, on me dit « Mais Mandy, t'es au travail. Tu peux pas avoir des relations amicales au travail. » Et moi, c'est une phrase que je comprends pas. Quand j'aime les gens, je les aime pour de vrai, que ça soit au travail ou dans la vie privée, je fais pas du tout de différence. Et ça bouffe des deux côtés parce que moi, vu que je suis hypersensible, je le sais que je les aime trop, mais je sais mettre les limites, je sais travailler et en même temps les aimer trop. Mais les gens en face de moi, les salariés ou même dans mon entourage, eux, ils savent pas forcément faire la différence et ils comprennent pas que j'arrive à mettre des limites à un moment. Ils se disent mais elle est gentille, elle nous aime et en même temps, va falloir que je travaille. Et des fois, elle est capable de nous dire que là, faut travailler. Donc c'est ça qui est dur. J'étais au travail, j'étais en rendez-vous et il y a une dame qui a parlé très fort, qui était en colère de beaucoup de choses. C'était l'époque un peu de la fin du Covid, donc je pouvais comprendre. Mais je supporte pas quand il y a beaucoup de bruit, quand l'ambiance est un peu particulière. Et je me suis sentie mal, j'ai demandé à aller boire un coup parce que je me sentais pas bien, comme si j'allais faire une crise d'angoisse. C'était le début, c'était ma première. Et je suis partie du rendez-vous et j'ai jamais pu retourner au travail pendant un an. Techniquement, j'ai fait un malaise, j'ai fait une crise d'angoisse. Et ensuite, le lendemain, je me suis plus sentie capable de rien. Mon corps n'a plus jamais rien voulu faire. Voilà, ça a été vraiment l'élément déclencheur. Et ensuite, c'était un effet boule de neige. Je ne pouvais pas sortir parce que j'avais peur de faire une crise d'angoisse, j'avais peur d'aller dans un magasin. Donc ça, c'était la première étape. Et ensuite, ne plus supporter aucun bruit. Rien du tout. Comment je me suis sortie de mon burn-out, ça a été très long. Ça a duré bien 1 année et demie et ça a été très très intense. C'est encore très douloureux d'en parler puisque du jour au lendemain, je me suis retrouvée enfermée dans ma chambre, dans mon lit, à ne pas pouvoir sortir de chez moi, à avoir peur de franchir la porte, à avoir peur d'aller me promener, même s'il fallait faire 3 mètres. J'ai pas pu m'occuper de mes enfants, je supportais aucun bruit, il fallait que je m'enferme dans des pièces avec des oreillettes, des boules qui dans les oreilles pour entendre aucun bruit. Je pouvais m'occuper de rien, je pouvais pas téléphoner, je pouvais même pas parler à ma maman, de qui je suis très très proche. Donc comment je m'en suis sortie, je crois que c'est le temps qu'il a fallu à mon corps de se reposer et de me dire que j'étais allée beaucoup trop loin, que je m'étais suradaptée et que j'avais exagéré vraiment. Du coup, c'est la vie qui m'a envoyé un signe et qui m'a dit « Amandine, là, t'exagères, calme-toi ». Et du coup, j'avais pas le choix que de me calmer puisque je pouvais rien faire du tout. Alors, qui m'a aidée, j'ai envie de dire mon mari, bien évidemment. On m'avait beaucoup prévenu, on m'avait dit « Amandine, fais attention dans ton couple, un burn-out, c'est très difficile pour un couple ». Et ça a été dur d'entendre tout ça et je me suis en plus rendu compte que c'était pas vrai. Je préfère le dire pour les personnes qui vont faire malheureusement, ou pas des burn-out, mais qui vont avoir peut-être des difficultés. C'est pas vrai, quand on a un couple, ça peut très bien fonctionner. Et j'ai envie de dire au contraire, il a vraiment été là, ça nous a encore plus rapprochés. Ça a été très beau ce qu'on a vécu et ça l'est encore plus aujourd'hui. On a vraiment du coup tout parcouru ensemble. Il y a bien évidemment ma famille, mes amis et c'est tout bête, mais les salariés de l'entreprise aussi, où là j'ai découvert que même si je les aimais trop, eux, pour une fois, ils pouvaient me montrer qu'ils pouvaient aussi m'aimer et ils m'ont énormément soutenue. Je pense qu'il y a plusieurs causes. Il y a la cause affective, amicale, et il y a aussi tout ce qui est professionnel, où dans l'entreprise, ça n'a pas été simple d'être hypersensible, parce que de toute façon, vous êtes patron. Est-ce que vous avez toujours le droit d'avoir des émotions ? Je ne crois pas. Il faut vraiment leur expliquer que si j'ai des émotions et que bien sûr je suis triste quand eux le sont et j'ai vraiment souvenir et tout le monde peut en témoigner dans l'entreprise. Quand j'arrive le matin, je vais dire bonjour aux 25 salariés. Je vais arriver dans mon bureau et déjà rien que ça, on n'est que le matin, je viens d'arriver et il me faut au moins 1 demi-heure pour m'en remettre parce que rien que de dire bonjour à 25 personnes, j'ai 25 émotions dans mon corps. J'ai des intuitions, je ressens les émotions des gens en général. Là, je parle de l'entreprise parce que c'est là qu'on passe le plus de temps, mais en général. Donc du coup, je sais exactement comment ils vont à chaque moment ou de la journée ou de la semaine ou du mois. Et aujourd'hui, j'ai appris à me protéger de ça, mais ça, je savais pas du tout le faire avant mon burn-out. C'était très très douloureux de savoir que telle personne n'était pas bien, et puis peut-être que c'est de ma faute, et peut-être que j'ai dit quelque chose qu'il fallait pas, ou peut-être qu'il va partir de l'entreprise. Et même, rien à voir avec le travail, mais quand j'allais au restaurant avec mon mari, ou même avec des amis, je sais exactement comment vont les gens à côté de ma table. La table à droite, la table à gauche, la table au fond, la dame qui pleure.
Ou même si elle pleure pas, je sais exactement si elle va bien ou pas bien. Et ça, j'ai fait beaucoup de travail. Je suis allée au restaurant hier soir et je me suis fait la réflexion que je savais pas comment allaient les gens à côté de moi et j'étais super fière. Donc vraiment, mes intuitions, c'est une énorme cause de mon burn-out. Je ressens réellement les gens, les choses, les belles choses comme les moins belles choses. Le plus dur, c'est quand j'ai senti que ça allait pas et de pas rentrer dans l'intimité et d'aller leur dire je sens que ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive. Après, on a l'entreprise depuis maintenant 13 ans et c'est quelque chose que j'ai appris à faire et je rentre jamais dans l'intimité des gens, que ce soit mes amis ou même au travail. J'ai appris en plus que de toute façon vous pouvez pas aider les gens qui n'ont pas envie d'être aidés. Dans l'entreprise, mon bureau, il y a un pouf, il y a des lumières, c'est tamisé. Les salariés appellent ma chambre mon bureau. Tout ça pour dire qu'ils vont très souvent dans mon bureau et c'est eux qui viennent me raconter leurs problèmes. Finalement, j'ai plus besoin de faire le travail, maintenant c'est eux. Par contre, mon bureau est toujours ouvert et je suis un peu la psychologue, que ce soit au travail ou dans mes amis. Comment j'ai appris à me protéger de ça ? Alors au début de mon burn-out, j'ai acheté toutes les pierres qui existent. J'avais à peu près 10 bracelets, des labradorites, parce que j'avais besoin de quelque chose. Je sentais bien qu'il fallait que je me protège et que je ne l'avais jamais fait. Donc au tout début, je me suis aidée grâce à ça. Et maintenant, c'est grâce à la psychothérapie où je comprends que leur peine n'est pas la mienne. Et j'arrive à me le dire. Quand je sens que c'est en train de m'atteindre, j'ai une petite voix qui me dit, Mandy, te laisse pas... c'est pas tes émotions, c'est les leurs. Tu peux les accompagner, tu peux leur parler, mais c'est pas tes peurs, c'est pas tes angoisses à toi. Et ça m'a fait grandir et je suis passionnée par les relations humaines. J'aurais rêvé être psychologue. Il est jamais trop tard, mais pendant mon burn-out, j'ai réfléchi à changer de voie. Et en fait, finalement, j'ai compris que quand on est responsable d'une entreprise, où je suis aussi du coup la directrice commerciale, je crois bien que je suis psychologue. J'ai une équipe de vendeurs, ils passent beaucoup de temps dans mon bureau, je les écoute énormément. Et quand c'est pas les salariés, c'est les clients. Finalement, c'est les clients. Il faut voir ce qu'ils ont dans la tête, parce que vous devez être meilleur que le commercial qui est passé juste avant. Et du coup, j'ai cette faculté-là de savoir comment ils vont et ce qu'ils attendent de nous. Je me protège en prenant du recul. Le plus dur, c'est de manager une équipe quand on est hypersensible, parce que je les aime trop et que je ne sais pas faire la différence et que j'entends depuis toujours « Amandine, tu fonctionnes trop à l'affect ». J'ai horreur de cette phrase. Et longtemps, j'ai été en suradaptation, au moins pendant 10 ans, de mes 20 à mes 25-30 ans. J'ai été en suradaptation et j'essayais de mettre des barrières qui, en fait, me faisaient souffrir parce que je ne sais pas faire, finalement. Moi, en effet, je fonctionne à l'affect et c'est comme ça que j'ai envie qu'on vive dans mon entreprise. Et un jour, j'ai décidé qu'il n'y aurait plus de barrières et que les gens allaient s'y faire et que j'étais comme ça. Et que j'allais mettre de l'affect dans l'entreprise et qu'il y a les personnes qui vont arriver à travailler comme ça et j'en conviens que c'est pas évident. Ça, je comprends tout à fait et ces gens-là ne peuvent pas rester. Et par contre, il y a tous les autres qui restent et qui le savent. Par contre, d'arriver à dire quelque chose de plus ou moins négatif quand on aime très très fort, eh ben, c'est tout un travail. De toute façon, depuis mon burn-out, maintenant, ils le savent que je suis hypersensible et que je ressens les choses. Donc finalement, maintenant, ils ont compris et c'est plus gênant. Ils savent maintenant que je sais faire la part des choses et eux doivent le faire. Il m'a fallu beaucoup de temps pour ressortir. J'ai été suivie par un psychiatre où j'ai été obligée de prendre un traitement d'antidépresseurs et d'anxiolytiques puisque je ne pouvais pas sortir sans faire une crise d'angoisse. La psychothérapeute qui me suit encore sur Annecy, qui m'apprend énormément de choses et surtout sur l'hypersensibilité. Il y a eu toi, Sophie. On a beaucoup parlé de mon hypersensibilité que je t'ai rencontrée à ce moment-là, justement. Ce qui m'a énormément aidée, c'est de m'écouter moi aussi. Je me suis mis dans le yoga, j'avais jamais fait de yoga et d'ailleurs tous mes amis m'ont dit mais Mandy, toi du yoga c'était quelque chose, je voulais même pas en entendre parler, pour moi c'était lunaire de faire du yoga, de s'asseoir et de faire ce qu'on appelle de la méditation. Et en fait d'ailleurs il y a beaucoup de monde aujourd'hui qui confond le yoga et la méditation où on nous prend pour des gens un peu farfelu parce qu'on fait du yoga alors que pas du tout. Finalement, c'est là que je me suis rendu compte que des fois j'avais des idées un peu trop arrêtées et que le yoga m'a aussi sauvé la vie. Et puis on est venu me chercher, chez moi pour que je puisse sortir. Et puis petit à petit, j'ai fait une sortie avec un médicament et puis une deuxième sortie, une troisième sortie et puis la moitié d'un médicament. Et
Après, il a fallu être fort de caractère pour se forcer à sortir dans les moments vraiment difficiles. Mais j'avoue que j'ai été très très bien entourée. J'ai fait des rencontres fantastiques. C'était formidable. J'ai adoré cette période alors que j'étais la plus triste du monde. Être maman pendant un burn-out, c'est vraiment compliqué. Parce qu'on essaye de se cacher, parce que toute votre vie, vous entendez qu'il ne faut jamais être stressé devant ses enfants, parce que sinon on va les stresser. À partir du moment où vous êtes enceinte, vous entendez ça. Et en fait, moi, de toute façon, je suis quelqu'un de stressé. Donc j'ai déjà eu la peur d'être angoissée dès qu'ils ont été dans mon ventre. Et quand j'ai eu mon burn-out, au début, je me suis cachée. Puis après, de toute façon, c'était impossible de le cacher. Donc on leur a expliqué, en fait. On leur a dit, maman, elle est pas bien. C'est pas du tout de votre faute. C'est pas une maladie grave. Ça va aller de mieux en mieux. C'est comme un cycle. C'est comme une saison. C'est comme une fleur. À un moment, elle fane pour mieux se reconstruire. Et on a essayé de leur expliquer avec des mots d'enfant. Et ils ont été super cool. Ils ont vraiment mis cette relation de côté. Je pense que je leur ai manqué. Mais ils ont su vraiment prendre des distances quand il y en avait besoin, en tout cas. Alors moi, j'en ai énormément souffert et je pense qu'eux aussi. Mais je pense que ça ressortira dans quelques années. Et aujourd'hui, je suis heureuse, je suis épanouie. Je me suis beaucoup documentée sur l'hypersensibilité, bien évidemment. Mais aussi sur ma dépendance affective qui a pu me faire souffrir et qui, à mon avis, est une raison à mon burn-out. Je vais le redire, j'aime trop et j'aime tout le monde. À partir du moment où on parle de gens sympas, bien évidemment. Quoique, je suis aussi capable... Non, mais c'est pas vrai, en plus que je dis, je suis capable d'aimer tout le monde, vraiment, même les gens méchants avec moi. Et je crois bien que d'ailleurs, plus on est méchant avec moi, pas plus je les aime, mais plus je vais faire en sorte qu'ils m'aiment. Je vais pas comprendre pourquoi ils m'aiment pas. Du coup, ma dépendance affective, je la vis énormément en amitié, où j'ai toujours besoin d'être rassurée, je demande toujours un signe d'amitié. Ce qui d'ailleurs est difficile pour mes amis. Des fois, ils passent complètement à côté pour me rassurer et ça monte dans ma tête. Ça fait un effet boule de neige et je peux y réfléchir des mois. Est-ce qu'elle m'aime encore ? Est-ce que je suis toujours son amie ? Est-ce que d'ailleurs je l'ai déjà été ? Complètement ridicule. Et par contre, c'est quelque chose que je ne vis pas du tout dans mon couple. J'ai une confiance en mon couple. Je ne sais pas si je fais bien d'ailleurs. Mais en tout cas, j'ai une confiance en mon couple et je ne ressens pas cette dépendance affective. Je l'aime et je crois qu'on a appris à s'aimer. C'est dingue, mais je crois qu'il m'aime exactement comme j'avais envie qu'on m'aime. Et du coup, je ne ressens pas de dépendance. Je ne souffre pas de notre relation avec mon mari. Je souffre de beaucoup d'autres relations qui sont belles, mais il y a toujours quelque chose qui me manque. J'ai toujours envie qu'on me dise « Mais Mandy, je t'aime »,« Mais Mandy, tu me manques »,« Mais Mandy, ça te dit, on se voit ». Je suis toujours en demande. En fait, je pose des questions pour qu'on me rassure et ça marche pas à tous les coups. Donc si ça marche, tant mieux, on va se voir et du coup, je vais comme me recharger en énergie, je vais me recharger en amitié, je vais pouvoir tenir 6 mois. Ça marche très bien. Mais par contre, si l'hameçon que j'ai lancé le poisson n'a pas amorcé, alors là, c'est compliqué. Là. Je vais ruminer, je vais perdre confiance en notre amitié, je vais être malheureuse, vraiment malheureuse. Alors, je l'exprime à mon mari, je vais souvent beaucoup pleurer, souvent je vais être dans l'incompréhension, mais pourquoi ils n'ont pas le temps ? Pourquoi ils n'ont pas le temps de me voir ? Alors qu'ils ont toujours le temps de me voir, c'est moi qui me fais des idées. Ils ont d'ailleurs tous été présents pendant mon burn-out. Mais je l'exprime à mon mari et à moi-même. J'ai beaucoup de mal à leur exprimer à eux. Mais parce que je pense que je l'ai déjà fait plusieurs fois et que quand on n'est pas hypersensible, je crois que ça paraît complètement délirant de toujours rassurer sur de l'amitié. Mais Mandy, on t'aime, ça suffit. Qu'est-ce que tu veux de plus ? Mon meilleur ami me le dit tout le temps. Mais Mandy, je te le dis que tu m'aimes, que je t'aime. T'es ma meilleure amie, Mandy. Oui, mais tu me laisses un peu tomber en ce moment, t'es pas très présent. Mais non, Mandy, pas du tout. Bah si, quand même, voilà. C'est ridicule, comme si j'avais 10 ans. Mis à part que c'est vraiment un point de mon hypersensibilité qui me dérange, je trouve que tous les autres points de l'hypersensibilité me font grandir. Je suis presque aujourd'hui fière d'être hypersensible et réellement ça n'a pas toujours été le cas. Ça a été principalement de l'incompréhension. Pourquoi moi je suis comme ça et pourquoi eux ne le sont pas. Et du coup, dans l'amitié, ça reste vraiment douloureux pour moi. Donc, j'aimerais apprendre sur cette partie-là des relations humaines. Quand j'étais ado, c'était déjà comme ça. J'ai toujours eu des amis fusionnels, en fait. J'ai toujours eu
des relations très fortes, parce que moi j'ai besoin de partager des moments avec mes amis. C'est pas juste se téléphoner de temps en temps. Non, moi j'ai besoin de partager, donc j'ai toujours eu des relations très belles et très fortes. Mais par contre, au bout d'un moment, soit les gens se lassent, soit la vie fait qu'on a moins le temps de se voir, et c'est à ce moment-là que j'en souffre. Voilà. Après, par contre, depuis mon burn-out, ça, je le vis toujours avec mes amis. J'ai pris beaucoup de recul avec le travail, par contre. Où là, ça y est, j'ai compris que même si je les aime très fort, eux, ils ont le droit Moi, je suis juste leur patronne, donc je comprends quand même qu'on soit pas que des potes, quoi. Voilà. Ça me fait moins souffrir maintenant. Au-delà de tout ça, j'ai pas eu à traverser des ruptures amicales. J'ai pas ce souvenir-là. Parce que mes amis que j'avais déjà quand j'étais enfant, je les ai encore. En tout cas, je les ai rencontrés très tôt, dans ma fin d'enfance, dans mon début d'adolescence. Et je les ai encore aujourd'hui. Je suis quelqu'un de très, très fidèle en amitié. Du coup, j'ai pas souvenir d'avoir vraiment souffert de perte d'amitié, ou finalement, maintenant, avec du recul, je me rends compte que si c'est plus mes amis, c'est que ça n'avait jamais été des amis. Donc peut-être que j'en ai souffert à l'époque, mais en tout cas, je le garde pas encore aujourd'hui. Par contre, je ne peux pas aujourd'hui envisager de perdre mes amis d'enfance. Et souvent, on me dit, pourquoi Mandy, c'est pas parce que tu les connais depuis toujours que c'est encore tes amis, peut-être que vous partagez moins de choses. Ah non, mais pour moi, c'est pas envisageable. J'ai vraiment des amis pour moi très forts et je peux pas imaginer qu'un jour on pourrait se voir moins. À savoir que j'ai quand même perdu mon meilleur ami pour de vrai. Malheureusement, celui-là, il est vraiment parti et je pense que tout est parti de là aussi. Quand on perd quelqu'un du jour au lendemain, ça a renforcé encore plus ma dépendance affective où je sais qu'on peut perdre les gens. Et vu que je les aime trop, un décès, quand c'était mon meilleur ami, ça a été très très dur. Pour parler de mes souffrances amoureuses, j'en ai énormément souffert. Pourquoi ? Parce que moi j'aime les choses justes, j'aime quand ça se passe bien, je réfléchis pas parce que quand j'aime je donne tout. Et bien évidemment on attend que la personne en face elle soit pareille et quand on est ado ça n'existe pas. J'ai mon premier petit copain qui m'a quitté, j'ai cru que c'était la fin du monde, je m'en rappelle exactement de ce jour-là, je me tapais la tête contre les murs, mais c'était horrible vraiment. J'ai eu une deuxième séparation où là, mon petit copain, je devais avoir 20 ans, m'a trompée. Et ça a été une souffrance terrible, le fait d'avoir été trompée. Je crois que quand on est ado, c'est quelque chose qui perturbe pour toute la vie. Après, on n'a plus confiance et c'était terrible cette période-là. Mais j'avais quand même l'impression que pour moi, c'était pire que pour tous les autres qui vivaient la même chose. Je ne sais pas pourquoi. Pour moi, c'est inenvisageable de tromper quelqu'un. Que ça soit en amitié, en amour ou même dans ma vie, c'est pas possible. Même de mentir, ou on n'est pas dans le monde des bisounours, ça peut arriver, mais la trahison, c'est quelque chose que je comprends pas, et l'injustice encore moins. Donc j'ai beaucoup souffert de mes relations amoureuses. Heureusement, j'ai plus souvent quitté qu'on m'a quitté. Et ensuite, j'ai rencontré mon mari, et ça m'est plus jamais réarrivé. J'espère que ça m'arrivera plus jamais. En tout cas, il a dit oui. J'ai mis longtemps à faire confiance à mon mari. C'est pour ça que je dis qu'on garde des séquelles quand on a été trompé. Pendant les premières années, je lui disais toujours de toute façon, tu me tromperas, et t'es sûr que là tu me trompes pas. Et d'ailleurs, je me dis que cette question elle est complètement ridicule. C'est comme quand vous demandez à votre mari s'il vous aime. Je pense que d'ailleurs, s'il m'aimait pas, il me le dirait pas là, comme ça. Bah oui, chérie, je t'aime plus. Bah oui, chérie, je te trompe. Donc je trouve ça ridicule de poser la question, mais en tout cas, moi j'en ai besoin et c'est régulier. C'est vraiment régulièrement que je lui demande s'il me trompe. Et j'avoue, c'est honteux, mais je fouille dans son téléphone. Je vérifie. Voilà, c'est la honte. Il le sait, ça lui pose aucun problème, et moi ça me rassure. Donc, mais j'ai pas confiance. De toute façon, j'ai pas confiance en l'homme et en l'être humain en général. Je trouve l'être humain. J'adore les relations humaines, c'est une passion pour moi, mais par contre, je trouve quand même que les gens sont souvent méchants. Il y a beaucoup d'injustice, beaucoup de trahison, et c'est quelque chose que je comprends pas. C'est justement pour ça que je ne fais pas que profiter, que je fais des burn-out, en fait, parce que j'étais dans le monde des bisounours et j'ai essayé de donner, et moi, d'aller en avant avec mes valeurs, avec ce qui était important pour moi. Et finalement, les gens en face de vous n'ont pas forcément les mêmes valeurs. C'est pas péjoratif, mais peut-être qu'eux, ils n'ont pas ces valeurs-là de l'amitié. Donc, je pense que j'en ai toujours souffert et que je vais avouer que j'en souffrirai toujours, de savoir qu'il y a de la méchanceté ou de la trahison. Ou... Moi, quand j'aime,
J'aime à fond et aujourd'hui, il m'a fallu 40 ans pour comprendre que peut-être la personne en face, elle m'aime à fond, mais elle me demande pas du tout de la même manière. Pour moi, c'est important de douter de son couple. Et d'ailleurs, je crois qu'il faut tout le temps douter de son couple. Parce que c'est sain. Pour moi, c'est sain de douter, ce qui veut pas dire... ça doit pas devenir passionnel et complètement déconnecté à la réalité. Mais je trouve ça beau de pas avoir confiance. C'est ridicule, hein. Mais de me questionner s'il m'aime ou s'il me trompe, c'est aussi pour moi une forme d'être attentionné à lui. Parce que s'il me trompait et s'il m'aimait plus et que je le voyais pas et que je lui demandais pas, ça serait tellement plus simple. Mais en même temps, ça voudrait dire que je l'aime pas beaucoup quand même. Ah, c'est jamais acquis. Et c'est vraiment une manière pour moi de comprendre que c'est jamais acquis. Et je sais que c'est jamais acquis. Alors j'ai une routine, depuis que j'ai repris le travail déjà, tous les lundis, il y a une prof de yoga qui vient dans l'entreprise et qui propose un cours de yoga. Donc le yoga est vraiment rentré dans ma vie et j'essaye de le faire partager aux personnes autour de moi. C'est du yoga vinyasa. J'aime aussi tenter la méditation, c'est quelque chose qui est très dur pour moi, hein. Je ne sais pas d'ailleurs si c'est compatible l'hypersensibilité et la méditation. Au bout d'un an et demi, je crois que c'est pas compatible. En tout cas, ça nous fait du bien, ça nous permet de nous poser un peu, ça nous fait pas de mal, j'ai envie de dire. La routine, et c'est nouveau, hein, mais jamais j'aurais fait ça avant, j'aime tirer des oracles, j'aime tirer une carte en intention pour ma journée qui va me booster. J'aime me poser 5 minutes dans ma journée, ça va être ça ma routine, tout simplement. Arrêter mon cerveau, essayer de me canaliser. Alors si j'ai un conseil à donner, c'est de s'écouter, de se faire confiance, de savoir qu'on est tous différents et d'assumer cette différence-là, de ne pas vouloir rentrer dans des cases pour faire comme tout le monde. Moi j'entendais tout le temps, mais ils m'ont dit « Pourquoi ça te dérange ?» Mais c'est rien, pourquoi ça te dérange ? Et en fait je réfléchissais pourquoi ça me dérangeait et ça me rendait dingue. Et finalement ça me dérange parce que je suis hypersensible et que moi il y a des choses qui me dérangent et qui dérangent personne. Donc si j'ai un conseil à donner, c'est vraiment se faire confiance et surtout savoir écouter son corps et savoir s'arrêter quand il est temps. Un grand merci à vous pour votre écoute. J'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager autour de vous et à le faire savoir en laissant un commentaire ou 5 étoiles dans votre appli de podcast préféré. Pour recevoir une dose de bonheur en barre chaque semaine, inscrivez-vous à ma newsletter sur mon site dubonheurenbarre.com. Et si vous voulez me soutenir et m'encourager, rendez-vous sur ma page Tipeee. Pas de panique, si vous êtes en voiture, en cuisine ou que vous n'avez pas de quoi noter, vous retrouverez tous les liens dans la description de ce podcast. Et si vous aussi, vous voulez partager votre témoignage sensible, envoyez-moi un mail à sophie@dubonheurenbarre.com en me racontant un bout de votre histoire que j'ai déjà hâte de découvrir. Pour clore cet épisode, je vous souhaite plein de jolies choses. Prenez soin de vous.